Avez-vous déjà vu un radiologue honnête dans les IA qu'ils utilisent dans un compte-rendu? Vous avez peut-être vu passer ce tweet avec ce compte-rendu qui, je cite, pas de lésion osseuse traumatique visualisée de manière directe, mais proposition d'un trait fracturaire radiaire par le logiciel d'intelligence artificielle. Ainsi, s'il y a bien une suspicion clinique de fracture radiale distale, proposition d'une évaluation IRM. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai été un peu choqué. Pourtant, il y a eu pas mal de discussions et globalement, les retours et les appréciations étaient très positives. Certains y ont vu quelque chose de franc, d'honnête. D'autres y ont vu une présentation factuelle. D'autres, enfin, y ont vu une certaine humilité d'un médecin qui mettait son ego de côté et tout ça dans l'intérêt du patient et qui proposait une découverte de l'IA. Homme, machine, on a l'impression que ça s'est polarisé là-dessus dans les débats, mais en fait c'est pas du tout ça, bien au contraire, et on va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, comme j'ai la chance d'être au CHU, je suis exposé dernière, en tout cas, à plein d'innovations, que ce soit en termes de hardware, de machines, en termes de software, en termes de logiciels. Donc, on a la chance de pouvoir tester, de pouvoir apprécier, de pouvoir évaluer tout plein de logiciels, en IA évidemment, mais aussi dans plein d'autres domaines, dans le domaine de la radiologie, et ça nous permet d'avoir un peu un aperçu de ce qui a été fait, de ce qui est à faire, des défauts, des forces évidemment, et tout ça fait que, eh bien, mon avis sur l'IA, on a déjà pu parler dans des vidéos, vous le connaissez, hein, c'est un outil qui est assez puissant, qui va probablement encore s'améliorer, mais ça reste un outil. Et finalement, c'est pour ça que j'ai été un peu choqué de la façon dont le confrère a présenté le résultat, puisqu'il le présente de manière brute de décoffrage. Ce qui peut apparaître comme étant honnête, comme étant factuel, comme étant transparent, mais qui au contraire, et à mon sens, est probablement plutôt négatif et dessert le patient. Alors tout ça pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, hein, c'est que l'IA est un outil, et comme tout outil, cela a des performances. Donc dans le cas du tweet, il s'agit d'un outil pour une détection des fractures sur des radiographies, fractures osseuses. Les fractures sur des radios, c'est entre guillemets une tâche relativement simple, hein, une image 2D, avec une détection de pattern, donc sur lesquels les réseaux neuronaux sont plutôt efficients. Et donc les performances de l'IA dans ce type de tâches radiologiques sont très élevées. Alors très élevées, j'ai essayé de rechercher dans la littérature, puisque ce pas des outils que j'utilise du tout au quotidien, je ne fais pas du tout d'imagerie musculo-squelettique ou traumatique, je suis même nullissime dedans, donc j'ai pas la notion clinique, mais on peut tout à fait regarder dans la littérature, et puis si on suppose que le collègue utilise une des solutions qui est leader en France, Glimmer, Boneview, de Glimmer, il y a pas mal d'articles qui sont présents dans lesquels c'est assez compliqué de trouver les performances exactes du soft tout seul. C'est plutôt les performances combinées radiologue plus soft qui sont évaluées, mais globalement les performances du soft tout seul, notamment dans un article de 2021 dans Radiology, c'est à peu près une AUC entre 0,92 et 0,96. Alors de là, il est assez difficile d'en tirer des chiffres qui peuvent nous intéresser. Et là, typiquement, dans le cas présent, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est le taux de faux positifs. C'est-à-dire, sur une centaine de cas, dans combien de cas l'IA va indiquer à tort une fracture. Donc ce taux de faux positifs est difficile à évaluer, probablement assez faible, puisque les VPP et les VPN sont élevés, supérieurs à 90, voire même supérieurs à 95%. Donc probablement sur une centaine de radios, si on a une incidence de la fracture d'environ 30%, ça doit être entre 1 et 3 ou entre 1 et 4 faux positifs à la louche. Ce qui est faible, c'est tout à fait faible, c'est des performances vraiment excellentes, il n'y a pas à titiller là-dessus, mais sur des examens qui sont extrêmement fréquents, des radiographies musculo-squelettiques, ça peut être 30, 40, 50 radios par jour dans des gros centres de radio ou dans des gros CHU, ça veut dire que tous les jours, il y a au moins
une ou deux ou trois fausses indications par l'IA, où l'IA va entourer une image en suggérant une fracture, alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'une fracture, c'est des faux positifs. Donc, ce qui peut sembler comme étant finalement factuel, c'est-à-dire, voilà, on propose un résultat de l'IA à corréler à la clinique, en réalité, ça peut survenir une fois, deux fois, trois fois, 6 fois, 10 fois par semaine, selon le volume et, et les performances du logiciel. Donc ça veut dire que cette situation qui peut sembler honnête, finalement, si elle se reproduit 50 fois par semaine, ça n'a plus aucun intérêt. Et quel est l'intérêt du radiologue derrière s'il va rendre ce type de compte-rendu extrêmement régulièrement? Donc évidemment, ça va dépendre des performances, et c'est pour ça que l'IA doit être vue comme un outil, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise pour améliorer, augmenter sa performance. Et quand il y a une proposition de lésion par l'IA, et bien derrière, c'est l'expertise qui va décider est-ce que cette proposition elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse. C'est au radiologue de décider. Alors j'imagine que le confrère du tweet en question, probablement expérience qui est limitée en imagerie musculo-squelettique. Moi-même, je suis absolument une buse en traumatologie. Je rate toutes les fractures, c'est pas du tout mon domaine. Et donc, je peux comprendre que quand on a une IA qui a des performances à 95-97% en sensibilité, spécificité, eh bien, on se sent un petit peu mis en défaut ou un petit peu mis en difficulté, mais quand il y a une proposition, eh bien, il faut juger si cette proposition de l'IA elle est pertinente ou non, et pas la mettre de manière complètement factuelle comme ceci. Donc ça, c'est l'exemple du musculo-squelettique. À mon échelle, je peux donner un exemple que je maîtrise beaucoup mieux, qui est la détection des nodules pulmonaires par logiciel, soit des logiciels d'intelligence artificielle au sens actuel, donc avec du deep learning, ou alors des logiciels de reconnaissance d'images beaucoup plus classiques qui existent depuis une vingtaine d'années. On sait que ce type de logiciel, donc de reconnaissance de nodules pulmonaires dans un scanner des poumons, va produire, y compris sur les meilleurs softs, en moyenne environ un faux positif par examen. Ça peut aller de 0 à 5, 6 par examen. Donc évidemment, dans ce cadre-là, il est complètement impossible de proposer de manière neutre les résultats de l'IA, puisque vous avez au minimum, pour chaque examen, en moyenne, un faux positif, donc un nodule proposé par l'IA qui en réalité n'est pas un nodule. Donc ça souligne bien que le rôle de l'IA n'est pas de faire le diagnostic, mais éventuellement d'aider le radiologue. C'est un outil, on propose, puis le radiologue derrière, selon son expertise, va juger si c'est oui ou si c'est non. Donc clairement, là, à mon sens, c'est un mésusage de cette technologie. Le deuxième point qui a été évoqué dans les discussions, c'est que finalement, le radiologue offre un compte-rendu qui est neutre, qui est informatif, puisque derrière, le clinicien, en l'occurrence là, le médecin traitant, va pouvoir juger sur la base de ce compte-rendu si effectivement il y a quelque chose ou pas, et pouvoir décider en fonction. Et donc finalement le médecin traitant il est content, puisqu'il a les infos du radiologue, les infos de l'IA, il va pouvoir agglomérer tout ça et pouvoir décider avec finalement plus d'informations, et donc ce sera plus utile pour le patient. Alors encore, c'est complètement faux. Donc évidemment, dans le contexte d'une fracture, c'est assez simple sur le plan clinique, encore que, mais sur le plan clinique, ça peut être assez simple de corréler cliniquement et de voir si, en regard de la proposition de l'IA, il y a une douleur ou pas qui pourrait être en lien avec une fracture ou pas. Encore que la clinique dans les fractures, c'est pas toujours évident. Mais évidemment, si là, dans ce cas précis, c'est un argument qui peut encore se faire entendre, en plein d'autres cas, il n'est absolument pas possible d'avoir une corrélation clinique, puisque la réponse elle est donnée par l'imagerie. Embolie pulmonaire, par exemple, la réponse est donnée par l'angioscanner. Alors évidemment, on peut avoir une suspicion plus ou moins forte, mais typiquement sur des embolies pulmonaires qui sont segmentaires ou sous-segmentaires, qui souvent ne donnent pas de signes cliniques majeurs ou très importants, dans ces cas-là, la réponse elle est donnée par le scanner, par l'angioscanner. Alors on peut aller avec d'autres examens complémentaires, savoir éventuellement ce qu'il en retourne ou pas, mais on ne va pas pouvoir corréler cliniquement. Idem sur des nodules pulmonaires,
impossible de corréler cliniquement. Idem sur d'autres algorithmes de détection de nodules, de masse, etc. dans différents organes, typiquement par exemple dans le pancréas. Ok, bon, vous avez une proposition par l'IA d'un nodule pancréatique, vous ne voyez rien, qu'est-ce que vous voulez dire, vous allez corréler cliniquement, il n'y a aucune clinique. Donc là encore, hein, le fait de dire que présenter les choses de manière neutre, de manière factuelle, pour que derrière le correspondant puisse décider selon la clinique, voilà, c'est pas quelque chose qui est valable. Enfin, le troisième point, c'est que, on l'a vu dans les discussions sur Twitter, hein, la plupart des gens sont convaincus que l'IA est extrêmement performante parce qu'elle était entraînée sur des milliers d'images. Il n'empêche que tout entraînement et tout millier d'images qu'il y a, tout n'a pas été faisable, tout n'a pas été réalisable, et surtout, les erreurs que font l'IA et les erreurs que font les radiologues humains ne sont pas toujours les mêmes. Donc pareil, en MSK, je n'ai pas d'expertise, mais typiquement dans les nodules pulmonaires ou dans l'embolie pulmonaire, l'embolie pulmonaire c'est quelque chose qui est relativement simple sur un angioscanner, eh bien certains cas évidents, l'IA va se tromper, certains cas subtils, l'IA va se tromper, et à l'inverse, le radiologue va se tromper sur des cas qui sont situés dans des zones un petit peu plus difficiles ou un petit peu aveugles, qui n'a pas forcément l'habitude de regarder de manière attentive. Et donc, les erreurs qui seront réalisées ne seront pas toujours exactement les mêmes. C'est pour ça que c'est à voir comme quelque chose de complémentaire. Voilà, c'était de manière un petit peu rapide, mais mon sentiment à la lecture et à la réflexion sur ce compte-rendu présenté comme factuel, présenté comme utile, présenté comme honnête, mais qui, à mon sens, ne l'est pas et pose plus de difficultés que d'aide pour le clinicien comme pour le patient. Et là, sur une thématique et une lésion sur laquelle, d'une part, l'IA est extrêmement performante, et d'autre part, la clinique est potentiellement une aide significative. Voilà, donc déjà sur là où finalement toutes les conditions sont réunies, déjà ce compte-rendu il est limite. Vous n'imaginez pas sur d'autres domaines où ces conditions elles ne sont pas du tout réunies, où là clairement ce type d'attitude il n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, dites-le moi en commentaire, on peut continuer la discussion. En tout cas, j'espère que ces petites réflexions vous auront plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci de cas cliniques classiques. On verra des images. Allez, à bientôt!